Hier soir avait lieu le Game 7 entre Boston et Miami. Ça se passait à la FTX Arena. Là, c'est dans le bon ordre cette fois-ci. De Miami, on a vécu un très grand match de basket avec beaucoup de choses à dire. Évidemment, les Celtics se sont imposés, mais ont dominé largement cette rencontre, malgré un run extraordinaire de Miami en fin de match. Ça, c'est la NBA qu'on aime, c'est le sport qu'on aime. Notre sport offre toujours des runs pour l'équipe à domicile quand elle est menée et offre en général des money time. On s'est beaucoup plaint de ces playoffs, parfois sans enjeu d'un match à l'autre. Et bien là, on a vécu un très grand match 7, Erwan, franchement. Comment tu as vécu tout ça? Raconte-nous dans quelles conditions tu étais, pour qui tu étais peut-être aussi, et est-ce que tu es content que les Celtics soient passés? Moi, je suis content que les Celtics soient passés parce que j'ai quand même l'impression qu'avec une vision purement basket, et c'est souvent la vision que j'ai eue sur tous les tours de playoff des Celtics, c'est que c'est l'équipe qui joue le mieux au basket, face aux Nets évidemment, face aux Bucks et encore une fois face à Miami. Même si ça se joue en 7 matchs, j'ai quand même l'impression que c'est l'équipe qui joue le basket le plus constant, qui a le moins de trous d'air, qui arrive à mieux maîtriser aussi ses temps faibles et qui surtout arrive toujours à maîtriser les money time. Ça a été compliqué là dans le match 7, ils se sont fait peur, mais sur l'ensemble de ce match 7, de la première mi-temps qu'ils font, pour moi les Celtics, c'est une masterclass des deux côtés du terrain. Je trouve que la hiérarchie est respectée, je trouve que cette équipe-là, elle est sûre de ses forces, elle sait où elle va, elle sait comment bien jouer au basket. J'ai pas trouvé la même sérénité côté Heat. Ça peut s'expliquer peut-être par des méformes, par des blessures. Il n'empêche que j'ai trouvé une équipe quand même qui maîtrisait plus son sujet qu'une autre, et c'est les Celtics. D'accord avec ça, Arthur? Ouais, globalement d'accord. Alors moi, je n'ai pas regardé sous le même format que vous. Je regarde les rediffusions, mais du coup les matchs complets. Donc avec peut-être un petit peu moins de l'adrénaline du direct. Effectivement, j'ai trouvé que Boston a beaucoup mieux maîtrisé son sujet. Les rotations étaient réduites. De toute manière, on l'avait vu lors des derniers matchs. Et en fait, j'ai plus été surpris du niveau de Miami, qui s'est vraiment trop cherché, qui avait essayé de se reposer un petit peu trop sur ses stars. Ça l'a pas forcément donné. Du coup, t'as Max Strus qui a réussi à trouver un petit peu d'adresse et à être bon à la fin. Voilà, ils sont à l'initiative du run, mais il y avait une classe d'écart pendant tout le match. Et tu vois, le match là, il est serré, mais à un moment, si ça se finit à moins 25, ça m'aurait pas aussi étonné. Donc, c'est pas connaître les ressources de Miami. Exactement, parce que franchement, ce qu'ils ont fait à la fin, c'était un truc de fou. Et tu te dis, non mais attends, ils vont aller plus loin encore. Et quand ils reviennent à 3, c'est ça. Et que l'action se poursuit. Bon, après, ils font un peu caca, mais c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on regarde la NBA. Ils sont à moins 6 à la mi-temps, et je me dis que c'est un miracle. Et moins 15 à la fin du premier quart. Moins 6, 32-17. Ils sont à moins 6 à la fin du premier. Je me dis, mais c'est en ratant 8 lancers francs en première mi-temps. Ils sont à un côté complet. C'est vrai qu'on n'a pas eu du tout le temps de parler du match 6 ensemble, si je dis pas de bêtises. Miami revenait de nulle part, le match de Jimmy Butler dans le match 6. Moi, j'aime bien dire que c'est l'une des plus grandes perfs que j'ai vues pour un joueur à l'extérieur en play-off. Alors, les premiers souvenirs qui me viennent, c'est LeBron. 2 fois LeBron, ouais, exactement. C'est LeBron à Boston dans un match 7, il met 45. Et LeBron à Détroit, on s'en souvient tous, c'était en 2007. 40, il met 48, je crois, dans les 25 derniers points. Et un airball qui est complètement passé sous silence, mais à la fin du temps réglementaire, il met un airball de ouf. Bon, il se venge un petit peu après avec des tirs de ouf. Bref, il a été incroyable, Jimmy Butler. Et tu vois, dans les questions que je me posais avant le match 7, c'est est-ce que Miami allait pouvoir enchaîner une deuxième performance collective, les stars aussi, mais collective, pour aller chercher ce match 7. En fait, rapidement, tu sens qu'il y a une équipe qui fait un meilleur match, qui a plus d'atouts, qui est physiquement aussi plus présente. On sait que le Miami Heat, tous les joueurs, le coach et tout, ont beaucoup parlé de Draymond Green avant le match 6, parce que Draymond Green a dit, on va jouer contre les Celtics facile. Et en fait, ça a donné une espèce d'adrénaline en plus, et on sait que ça, c'est des vecteurs sur lesquels les joueurs, les athlètes se basent souvent pour se motiver. Oui, c'est ce que Udonis Haslem a dit encore. D'ailleurs, il ne sert plus qu'à ça, Udonis Haslem maintenant, c'est à faire des déclats comme ça. Il broke the code, si tu veux. J'ai quand même senti une équipe émoussée. C'est vrai qu'à Miami, finalement, sur cette série, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur, qu'au-delà du match 1 qu'ils ont gagné, où c'est la seule fois où ils vont mener dans cette série quasiment, ils ont été à réaction tout le temps. Je les ai trouvés à réaction tout le temps, et c'est trop dur face à une équipe aussi bien organisée que les Celtics qu'être à réaction. Alors la réaction du match 6, elle est extraordinaire. C'est un match que dans 3 ans, tu peux te remettre en disant, tiens, je vais me remettre le game de Butler match 6, tu vois, ce genre de game-là. Bien sûr. Mais il n'empêche qu'il leur manquait trop de choses, en fait. Il leur manquait beaucoup trop de choses. Il y a des gens qui étaient venus dans cette équipe-là de Miami pour remplir des cases qu'ils n'ont pas remplis à l'instant T. Kyle Lowry, finalement, n'est pas assez présent, pèse pas assez sur ses finales de conf. Je te parlais de PJ Tucker, j'ai le souvenir l'année dernière de PJ Tucker en play-off quand il défend sur KD. Alors, il n'était pas KD, mais on le voit, il a de l'impact, il pèse défensivement, il est chiant.
j'ai pas retrouvé ce PJ Tucker-là. Je l'ai vu en attaque, mettre des tirs dans le corner, mais défensivement, je l'ai pas vu emmener ce qu'il était censé amener en incident cet été. Il a manqué un peu de choses. Alors, je te dis, c'est peut-être émoussé, peut-être par des blessures, mais en tout cas, ce hit-là n'est pas arrivé prêt pour aller en finale NBA face à cette équipe. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit après le match. Ils ont dit, pour nous, c'est un énorme échec. Kyle Lowry dit que c'est une année poubelle. Il l'a dit comme ça. À partir du moment où ils sont pas candidats pour être champions, pour eux, c'est une mauvaise année. Mais c'est aussi montrer combien cette équipe avait de hauts espoirs. On va accueillir notre premier auditeur. C'est Florent qui est là avec nous. Salut Florent. Salut Florent, tu m'entends? Comment tu vas, mon grand? Ouais, Salut, ouais, Florent. ça va très bien, merci. Tout va bien? Tout roule? Bonjour. Super. Ouais, tout roule. Bah, Et super. je suis content d'être sur le live. Bah écoute, on est content de t'avoir aussi avec nous. Bah ouais. Alors, Juste, je disais à Tom, je viens de Nouvelle-Calédonie, donc vous avez des spectateurs de l'autre là du monde. trop bien. J'ai mon pote Adrien Spinoza qui est présentateur d'une émission en Nouvelle-Calédonie. Incroyable, c'est son voisin. Tu sais, Adrien D'accord. Spinoza, tu vois, c'est Ah bah celui ouais. avec qui Bah je non. filmais les premiers ouais, trucs oui. avec la Ligue à l'époque, on jouait à Malakoff Tout à ensemble. fait. Tu sais, il y a des matchs que je jouais pas parce que j'allais filmer les matchs de basket. Tu te souviens pas? Non. Mais Il si. était venu nous tourner un truc au C'est à tout l'époque où début. j'étais Ah, tout si, maigre. oui, je me rappelle, C'est à je me l'époque rappelle. où Oui, j'étais si, je tout me maigre rappelle. et tout là. Et ben voilà, c'était avec Adrien Spinoza qui est maintenant animateur dans une émission sportive en Nouvelle-Calédonie. Bref. Il est quelle heure en Nouvelle-Calédonie? Il est 7h15. Je commence Shit. le boulot dans une petite demi-heure. Matinale. tranquille, et- Bah, juste le temps de parler du Ouais. match 7. Alors, C'est ça. comment t'as vécu tout ça, toi? Est-ce que t'as l'impression que la meilleure équipe a gagné? Bah ouais, largement. Parce que, enfin, largement. C'est vrai que c'est dur à dire pour un Game 7, mais je voyais vraiment les Celtics tout le temps au-dessus du Heat. Même si, voilà, le Heat est revenu sur certains games, ils sont revenus à la moitié de gagner, etc. Je voyais toujours le Celtics devant. Comme cette même impression qu'on a eu des Celtics contre les Nets qui dominaient tout le temps leur opposant contre Milwaukee, même si on était contre le champion, on avait les Celtics qui étaient aussi, on les voyait tout le temps gagner sur des games. On se disait bon, les Bucks vont le prendre à l'expérience et finalement les Celtics prenaient les matchs et j'ai eu la même impression avec ce match contre le Heat où je me suis dit qu'ils allaient quand même passer, quoi. On a tous la même sensation, hein, que finalement la meilleure équipe a gagné. On va se remettre dans ce match. Je vais vous faire... on va passer la première mi-temps, donc je le disais, plutôt dominé par Boston. Et on J'aimerais va- juste qu'on revienne sur notre première mi-temps, Tom, sur Ouais, un vas-y, aspect si tu veux. important, sur un aspect très important, c'est comment les Celtics ont poussé la balle. Comment les Celtics, sur de la transition rapide, comme ils sont vite projetés, comme ils ont puni Il y a eu énormément comme de ils ont puni transitions, le ouais. hit, Ouais, ça, c'est clair. la course dans l'acte. C'est pour Ouais, ça ouais. que quand je dis que cette Clair. équipe des Celtics maîtrise des fondamentaux, ils ont rien inventé. Ils maîtrisent des fondamentaux, ils savent où mettre la balle. Et en transition, on a vu avec Al Horford, on a surtout vu aussi avec Grant Williams, des grandes courses dans l'axe, récompenser les mecs, et le repli du hit, Ouais. tout le match, et notamment en première mi-temps, a été dramatique. En première mi-temps. Et ça, j'ai l'impression qu'ils l'avaient étudié, et que tout Après, le long... ils ont fait des stops qui leur ont permis de Aussi. courir. Tu vois, Jimmy Butler aussi a pas mal de lay-ups C'est vrai. tout seul sur la série parce qu'il fait des interceptions et tout et qu'il anticipe. J'ai l'impression que c'était parce que les autres n'étaient pas encore. Moi, je il pense faut que une très mauvaise oui, première mais mi-temps, quoi. j'ai vraiment senti une volonté du hit de très vite aller vers l'avant dès le début du match. Boston. De Boston, ouais. De très vite aller vers l'avant, de faire mal à cette équipe, de dire replier, sinon nous on court tous. Et il y a eu, et puis on a vu après la qualité de passe notamment de Jason Tatum, mais sur la transition offensive, sur la course, ils les ont d'entrée abîmés. 55-49, fin de la première mi-temps. Il y a quand même un mec à sortir, c'est Jimmy Butler. Il est à 24 points à la mi-temps. Franchement, il porte à bout de bras sa team. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'était aussi un petit peu la limite. J'ai trouvé que du côté de Approche-toi de ton Miami... micro. s'il te Ouais, plaît. excuse-moi. J'ai trouvé du côté de Miami, il y a eu des grosses faillites individuelles qu'on peut Ta expliquer. chaise, ouais, rapproche ta chaise, ouais, plutôt. C'est bon? Ta chaise, C'est ta bon? chaise. Tire ta chaise. Voilà. Voilà. Comme les enfants. hein, pour Ok, manger. c'est bon. Non, effectivement, Jimmy Butler a un petit peu trop porté son équipe, mais je trouve que c'est passé à cause de failles individuelles du côté des joueurs de Miami. On peut parler de Bam Adebayo qui était hyper irrégulier, de Kyle Lowry évidemment. Il était très bon, Bam Adebayo, sur ce match-là. hein. Oui, mais je te parle globalement sur la série. Et en fait, du coup, les Miami s'est vraiment reposé sur Jimmy Butler parce qu'effectivement, même si des joueurs ont surperformé, on peut parler de Vincent depuis le début des playoffs ou de Max Strus, c'est pas sur eux que tu vas porter tes espoirs sur un match 7 ou sur une fin de match, bien que Max Strus ait eu un super tir. Donc effectivement, Ouais, je trouve que sur la l'équipe fin. s'est un petit peu trop reposée sur Butler. Mais Est-ce le que ça gars, peut il jouait, s'expliquer aussi par le fait, Arthur, que
que Tyler Hero a été essayé, il pouvait pas jouer, on l'a compris rapidement. Donc quand ton meilleur sixième homme, 20 points par match en saison régulière, ne peut pas jouer, forcément, c'est plus difficile d'avoir un jeu en mouvement. On a beaucoup parlé du jeu en mouvement de Miami. Ils sont revenus grâce à une superstar. Alors ouais, t'es obligé de, bien évidemment, tu peux parler de Tyler Hero, mais dans ce cas-là, tu dois te reposer sur d'autres gars, tu vois. Et PJ Tucker, effectivement, ça n'a pas été ça. Alors que c'est un gars qu'on attend effectivement pour ce genre de match-là. Il a l'expérience, il a fait des matchs 7, il est passé par plein d'équipes, il a l'habitude de faire d'avoir des match-ups hyper compliqués. Il est complètement benché. Hein. Il joue 3 minutes dans la deuxième mi-temps. Ouais. Kylori, en fait, on a vu les démons des années LeBronto où il se faisait marcher dessus avec son pote DeRozan. Et donc voilà, on peut parler des états de forme, mais je trouve que les faillites individuelles a été assez importantes. Faillite individuelle et faillite collective malgré tout, mais en même temps c'est lié. J'ai trouvé par rapport à Boston notamment que le nombre de tirs compliqués qu'ils prennent. Alors, Adebayo arrive à en mettre, Jimmy Butler arrivera à en mettre, Max Strus met des tirs incroyables, mais j'ai trouvé que le ratio tir amené après 2-3 passes, des fixations, des tirs confort, si on peut appeler ça des tirs confort dans ce contexte-là, par rapport à des tirs très très compliqués, très contestés, il était pas bon côté C'est Miami. facilement explicable, ça. La défense des Celtics, c'est extraordinaire. Certes, mais parce qu'aussi, Non, pas certes, mais ça change tout. mais ça change tout, et on sait que cette défense du 8, cette défense des Celtics, je vais y arriver, dès que le ballon bouge moins, dès que le ballon est plus sur de l'ISO et tout, là. Mais c'est ce que je te dis, non, mais c'est que la défense des Celtics est tellement forte qu'elle ne permet pas, et surtout au fur et à mesure des séries, elle ne permet pas le passing game en face. Et ça va être une des denrées, on va évidemment en parler. J'attends de voir face aux Warriors, ce qui va Mais être en tout génial. cas, on a loué combien de fois l'attaque en mouvement, à un moment sur la donné, durée. c'est de l'ISO, c'est des trucs, et ils ont un joueur supérieur en Jimmy Butler qui leur a permis d'aller loin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que, Florent, est-ce que tu es d'accord avec le fait que la défense des Celtics a vraiment, finalement, pris le pas sur l'attaque en mouvement de Miami? Bah ouais, carrément, parce que toute la saison, on parlait de Miami comme un contender, qu'ils avaient un jeu incroyable, que ça tournait beaucoup. Et on s'est beaucoup reposé sur un seul homme qui était Jimmy Butler. Et du coup, c'est une question que je voulais vous poser, c'était est-ce que quand on voit cette série, et même les séries précédentes pour Miami, qui du coup attendaient vraiment de Butler face sa superstar, soit la superstar, est-ce que on n'aurait pas dû, pour ce Game 7, peut-être juste le sortir 4-5 minutes? C'est une question que je me pose, juste 4-5 minutes au long de la journée. Tu dis quoi, Arthur, toi? Avoir un... Forcément, on se pose la question à ce moment-là, mais tu vois, il a tellement été exceptionnel. Et puis, en fait, moi, j'ai pas vu de grosses failles physiques. J'ai pas vu de moments où il avait des trous d'air. Il était toujours haut sur les lignes de passe. Il a fait beaucoup d'interceptions. Donc forcément, on peut dire que avec un petit peu plus de repos, il aurait été dans de meilleures conditions. Mais voilà, par exemple, typiquement le shoot qu'il rate à la fin, pour moi, on peut dire qu'il était fatigué. C'est pas une question de force physique. Moi, je parle vraiment de mental. Parce que 48 minutes à jouer, à être exténué dans une série où je joue tous les 2 jours avec des matchs, comme tu disais, avec la défense, où tu prends tarif pendant 45 minutes. Pendant 6 games, tu prends tarif, et arriver sur le Game 7 en momentum, parce que moi, quand je vois plus 12 à 2 minutes de la fin, je me dis, c'est plié. Et en fait, dans le momentum, on voit qu'ils font un run de 11-0, et tu dis, ils sont à 2 points, ils vont le prendre. Et que 17 secondes, ils ont le timer, ils ont la possession. Et ça déconnecte un petit peu en haut. Alors je vois ce que je veux dire. Vas-y, passe sur le dernier tir continu sur la fatigue physique potentielle. Sur la fatigue physique potentielle, pour moi, c'est un athlète élite. Merci. Il est surentraîné. Au bout d'un moment, on attend ça de lui. Après, tu peux parler de la faille mentale. Tu vois, Eric Spoelstra, il disait un truc qui était hyper intéressant. Il disait, tu sais, quand il s'était embrouillé avec lui il y a quelques temps là, il disait, mais en fait, Jimmy Butler, c'est un compétiteur ultime. J'ai rarement vu ça dans ma carrière. Et on sait qu'il a vu passer des grands joueurs. 2-3 gars. Et je pense que ces gars-là, à ce moment-là, ben non, en fait, il est frais et il sait ce qu'il doit faire. Et pour moi, j'ai pas envie de mettre cette excuse-là. Il n'a pas le talent de LeBron, il n'a pas le talent de Wade. C'est un cran en dessous, on peut dire ce qu'on veut. Mais niveau compétition, niveau mental, niveau compétitivité, tu vois, il est carrément à leur niveau. Donc, je peux pas. Moi, la fatigue mentale, je veux pas l'entendre en tout cas. Et Rouen, 48 minutes pour Jimmy Butler, est-ce que pour toi, ça pose problème? Oui, ça pose problème pour moi, parce que, et je veux pas remettre en cause le mental de Jimmy Butler et son physique. C'est un monstre physique qui a une caisse énorme. Mais ces joueurs-là, qu'on le veuille ou non, dans des matchs comme ça, avec une intensité monumentale,
Moi, ça me gêne qu'il joue 48 minutes et c'est pas bon signe d'ailleurs, je trouve, pour une équipe en finale de conférence sur un match 7 de filer 48 minutes à sa star. Je crois qu'à un moment donné, il faut être frais au niveau de la tête. Alors, c'est évidemment que ces joueurs-là ne demanderont jamais à sortir, mais je pense que c'est un petit peu à son coach aussi à lui filer. Alors, quand je dis il joue 48 minutes, c'est trop, il doit pas en jouer 25, hein, attention. Mais je pense que donne-lui 42, donne-lui peut-être 40. 42, ah ouais. Non, mais peut-être qu'à un moment donné, tu gères sur le match. Je pense que. Alors, c'est facile à dire maintenant, mais je crois qu'un joueur qui joue 48 minutes dans un match de très haut niveau, c'est pas bon signe. Alors moi, c'est pas moi, bon signe. Oui, Will, t'as fait une saison à 48 de moyenne. c'est vrai. Mais Mais il y avait 1h06 de en temps tout de jeu à cas, l'époque. je pense qu'à un moment donné, sans remettre en cause le choix qu'il fait, c'est pas bon signe quand un joueur dans un match de très haut niveau, je ne sors pas du tout d'un match. Alors moi, quand je vois l'intensité du très haut niveau. Mais ça dépend qui c'est. Moi, j'ai aucun souci à ce que les superstars, dans les matchettes, jouent 46 ou plus. 48, on peut... S'il était sorti 1 minute en deuxième quart-temps, ça n'aurait rien changé. Il joue 48 minutes. Il doit jouer 48 minutes pour 2 raisons. 1, c'est Jimmy Butler. On veut que la star soit sur le terrain. 2, pour qu'il soit remplacé par qui? Oladipo? Le contexte, Duncan il Robinson? donnait pas. Tyler Hero? Qui va le remplacer? Donc, mais t'as raison, mais c'est le chien qui se mord la queue. C'est qu'à un moment donné où il se passe ce qui se passe dans le match 6 et que derrière tu commences à la première mi-temps avec Jimmy Butler, tu crées un truc où quelque part, oui, on peut pas se passer de lui. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais non, mais je pense qu'il ne pouvait pas se passer de lui. C'est l'inverse. Moi, je pense que la situation, si c'était Duncan Robinson, personne n'aurait ce débat-là. Oui, j'aurais pas évidemment. mais voilà. Mais Jimmy Butler. Et ça me rappelle une phase d'ailleurs, je vous le dis, il y a eu une année à Malakoff où à un moment donné, tout le monde se posait la question du temps de jeu et puis de certains qui pouvaient jouer peut-être 40 minutes. Et je me souviens très bien je crois que c'est Harold qui avait dit ça, donc notre capitaine de l'époque, qui avait dit, mais les gars, en fait, on se prépare tous pour jouer 40 minutes dans un match. On se prépare tous pour jouer 100% des minutes. Alors oui, après il y a des rotations et ainsi de suite, mais un athlète de haut niveau, il doit être capable de jouer 95 minutes dans le foot, de jouer 48 minutes. Basta, il n'y a pas de débat. Mais je parle pas de la même chose là, Thomas. Je parle que être capable physiquement de le faire, oui. Maintenant, donner une fraîcheur psychologique de souffler pour que le mec finisse bien. Deux fois, donner à un joueur, va t'asseoir. Surtout quand le money time arrive, va t'asseoir. 2 minutes. Mais 1 minute, boire un coup, à quel moment? au moins Parce que Je pense que dans l'histoire, Tatum, il joue 24. Marcus Smart, il joue 24 dans la deuxième mi-temps, il joue tous les deux 45 ou plus. On va rien dire. S'il était sorti 1 minute dans le deuxième carton, il aurait joué 47, on aurait dit, oh voilà, c'est mieux. Non, Aucun moi, impact, je suis aucun globalement 48. d'accord. Joue, mon gars, tu sais. Et puis, ouais, voilà, effectivement, s'il était sorti 1, 2, 3 minutes sur la première mi-temps, on n'aurait pas reparlé. Je parle pas de la première mi-temps. Le plus important, c'est les 24 dernières minutes. Moi, je parle dans les 5 dernières dernières. Je pense que tu peux lui. Tu sors Butler dans les 5 dernières minutes, là, dans ce match-là? Mais tu peux le faire souffler. Moi, je vous me dis ce que vous voulez. Non. Tu peux me dire ce que tu veux. Début- À un moment donné, moi, un début mec du qui joue 4e 48 minutes dans le sport de haut niveau, pour moi, ça me pose un problème. C'est pas bon signe pour une équipe. C'est pas bon La signe, preuve, mais ils ont sauf que là, perdu. t'as pas Ils ont- oui, vraiment bon. le choix. Et puis, t'as pas vraiment le Peut-être, choix. mais Pour moi, la peut-être question se qu'ils pose pas. ont- Et je suis sûr que peut-être tu qu'ils ont pas regardes des playoffs des dernières années sur Des des Game matchs 7, serrés, des toujours. Game 7. Mais qui alors, citez-moi un mec qui joue 48. Mais ça Bah, je sais arrive, si pas, ça arrive. c'est Je sûr suis sûr que ça que on l'a déjà joué. Je sais Non, pas, mais on pourra dites-nous dans trouver. les commentaires, mais c'est sûr qu'il y en a. Vas-y, Florent. KD, il va jouer 48 l'année dernière. L'année sur la dernière, finale. ouais, il avait joué 48. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Après, là où je te rejoins, c'est qu'il y a des faillites individuelles qui poussent Jimmy Butler et Eric Spoelstra à le faire jouer 48. Oladipo, il est sur le match 6 et le match 7, il est calamiteux. Et moi, à la fin, il fait des choix, Ouais, il je est suis complètement dans un tunnel. Tu vois qu'il voit plus rien. La blessure de Tyler Hero, qui est quand même le deuxième Bah, bien sûr, ça, c'est playmaker, ça fait quand même un trou énorme. Donc oui, j'entends, j'ai même pas envie de le reprocher à Eric Spoelstra, parce que je vous rejoins sur le fait qu'il n'ait pas le choix. Moi, je trouve qu'un mec, que ta superstar qui joue 48 minutes, c'est pas un bon signe. Match 6. Jimmy Butler joue en tout 45-57. Dans la deuxième mi-temps, il joue 23-52. Il sort 10 secondes. Qu'est-ce que ça change? Non, Rien mais du tout. je te l'accorde, Thomas. Merci Flo de nous avoir appelé. De Merci. nouvelles Merci à mélodies. J'espère qu'il fait Ouais. bon chez toi. Hein. Meilleur que Là, chez en nous. ce moment, non, c'est un peu. Il y a des ouragans, non? On a. Ouais, non, on a comment c'est Un typhon. un courant d'eau qui Ouais. fait que il y a de la pluie toute l'année là. Mais bon, D'accord. c'est mieux que les incendies, j'ai envie de dire. Bon, Mais bon, d'accord. quand même, C'est mieux que les tremblements de terre. Merci. C'est sûr. C'est mieux que les tsunamis aussi, j'espère. Bon, bah, merci en tout cas de nous avoir appelé. Flo. Ouais, Ton micro était quand- fantastique, quand hein, il est- super, bravo. Ouais, Bah, micro de très ah, ouais, de je très haut suis- niveau. On adore quand les mecs sont Ouais, équipestres. Hein. C'est ça. Bon, allez les gars. Merci, bonne Flo. soirée. Salut. et, Bonne journée à toi. Bonne émission. Bonne À journée plus. à toi. Bah oui, c'est clair, bonne journée t'as à toi. raison. Merci. Salut. Merci Flo. On va accueillir Romain qui va nous parler du collectif et puis après on va ouvrir parce qu'on est sur Jimmy Butler, on va ouvrir le débat de ce tir externe. Salut Romain, comment tu vas? Salut Romain, est-ce que tu m'entends Romain? Pendant que j'ai
Attends, je viens de rater la fin de match, Monaco a gagné. Monaco a gagné +2. Oh, j'ai changé au dernier moment. La SIG, ils peuvent s'en vouloir. Hein. Ouais, il l'avait 2 fois. Deux prolongations. Ils tapent Monaco le match 1, ils perdent après 2 prolongations. C'était un super match en tout cas. C'était un super match. Mike James, bravo, hein, comme d'hab. Est-ce que tu es là, Romain? Ok, il a l'air d'être parti. Très bien, ouvrons ce débat et je vais mettre tout de suite un sondage dans le chat, les amis. Est-ce que Jimmy Butler, après ce run incroyable, tu peux enlever Polo s'il te plaît, j'entends le micro. Merci Polo. Après ce run extraordinaire, 12-0 en quelques minutes, d'ailleurs c'est ce que je disais à Erwan tout à l'heure, notre sport offre toujours des runs de derniers instants. Comment, enfin on peut l'expliquer d'ailleurs, si on peut le dire, il fait Marcus Smart qui gère pas du tout le tempo dans la fin de match. Cata. Franchement, il fait une série, il fait des playoffs extraordinaires. Mais à un moment donné, quand même, quand il reste 3 minutes et que le match est serré, on se souvient qu'il a fait perdre un game contre les Bucks, qui a failli coûter quand même la série. Et hier, il est encore à 2 doigts de vendre le game. Et j'adore ce que fait Marcus Smart sur ses playoffs est extraordinaire. De leadership, des 2 côtés du terrain. Il met des tirs. Mais hier, à un moment donné, il a le droit de refuser un des 16 tirs à 3 points. Alors oui, il était tout seul. Ah non, mais frère, il était tout seul, mais ça fait 8 secondes d'attaque. Il est coquin, ce Marcus Smart. Hein. C'est un vrai coquin. Ah, moi, hier, il m'a un peu agacé. Je vois ce que tu veux dire. Il rend fou. Après, effectivement, le shoot, il est ouvert. Et tu sais, c'est des gars, on leur dit, t'es à droit. Quand ton tir, il est ouvert, t'as la confiance. Il fait un énorme match en plus. Je suis pas en train de te dire que c'est le bon choix. Mais je pense que lui, il a pensé comme ça. Et bon, après, l'histoire a montré qu'ils ont gagné et qu'on va pas revenir dessus. Mais je suis sûr que ses coéquipiers, si tu leur poses la question, ils vont dire, bah non, c'était un bon tir, on lui donne la confiance. Il prend 3 tirs à 3 points. Il va prendre un lay-up à 1 contre 3 à l'intérieur. Mec, il est fait. Est-ce que tu fais le drive? Ah ouais, ok, d'accord. Mais t'as le droit à un moment donné de. Ok, d'accord. T'as le droit et surtout quand on dit à cette équipe-là que des fois il leur manque un peu un meneur gestionnaire et tout. Mais gros, c'est à cause de trucs comme ça qu'on le dit. Alors il s'en sort tant mieux parce que derrière il y a quand même plein d'autres certitudes. Mais putain, il peut pas faire ça. Là, tu vas jouer les Warriors. Là, je pense que l'écart entre les équipes est assez fin. Tu peux pas te permettre de faire ça. Si tu veux être champion NBA, les Warriors, ils vont pas faire Steph Curry, Jordan Paul, ou Klay Thompson, ils vont pas faire ça. Ah bon? Ils vont peut-être le mettre. C'est la grosse différence. Alors, ce que je te dis, ils vont pas faire ça du coup. Ouvrons ce débat, les gars. Donc, le run de Miami est incroyable. Ils enchaînent des layups. Oladipo rate des grands tirs ouverts, mais met un layup. Kylori met un layup. Ça enchaîne comme ça. Ils reviennent donc à 2 points d'écart. Stop de Miami. Jimmy Butler à la balle. Une grande transition s'ouvre à lui, comme ça. Le terrain est un open court, comme on aime bien dire. Alors, Ford est plutôt loin. Il décide de pull-up, de shooter à 3 points. Arthur, est-ce que c'était un bon choix? Alors pour moi c'est un bon tir. Je vais essayer d'expliquer. Déjà t'es à -3, tu sais pas si... -2. Excuse-moi. Dans tous les cas, que ce soit 2 ou 3, pour moi c'est un bon tir parce que t'es pas sûr d'avoir un bon tir. D'avoir un tir dans des conditions où tu seras pas à regarder le chrono, à faire un écran galère, à être défendu par un gars un match-up qui est pas avantageux pour toi. Donc pour moi c'est un bon tir. T'as aussi la possibilité d'avoir le rebond offensif juste après. Donc ouais, moi bon tir. C'est ton leader qui a la balle. Autant c'est un poste 4 qui est en galère, qui sait pas mettre un pied devant l'autre. Bah vas-y, tu prends pas le tir. Mais moi tous les jours pour moi c'est un bon tir. Et la seule chose qu'on peut regretter c'est qu'il est pas mis, c'est tout. Mais tous les jours la situation elle revient. Reprends le tir. Vas-y tous les jours. Le stop il arrive à 22 secondes de la fin et il tire à 17 secondes de la fin. Erwan, bon tir, pas bon tir? Alors, pas un bon tir parce qu'il le rate, mais moi, tous les jours, j'ai envie qu'il le prenne. On a tous envie qu'il le prenne. Alors oui, Jean-Michel BE, devant sa télé, après coup, il va t'expliquer qu'il est défendu par un intérieur et qu'il peut aller driver parce qu'il est truc, aller driver. Mais ça, il a des comptes à régler. Voilà. Non, je n'ai pas des comptes à régler, mais je lis un petit peu toutes les réactions de certains et on vient tous nous expliquer avec des béabas du basket, vieux de 50 ans, qu'il fallait jouer le grand. Non, moi je crois pas. Je crois que le basket est fait de prise de risque et que la prise de risque à ce moment-là de Jimmy Butler avec le momentum du 8, elle est bonne à prendre. Elle est bonne à prendre. Il le met, c'est un héros. Il le met pas. Ben on peut revoir. Donc oui, c'est pas le meilleur choix à faire. Mais c'est clairement un tir qu'il peut mettre. Il en met un en première mi-temps comme ça. Exactement le même. Hein. Il en met un en première mi-temps comme ça. Moi je trouve que le repli n'est pas organisé. La preuve, finalement, son tir est ouvert. Horford l'attend sur le drive en plus. Il recule un peu, donc Horford l'attend sur le drive. C'est pas dit que Jimmy Butler, même s'il est costaud physique, il est fort. Oui, et puis, il est un layup facile. Et pour revenir sur ce que tu dis, les arbitres à ce moment-là, ils siffleront pas faute. Smart, ils vont jamais. Vient driver, on peut siffler. Voilà. Saison régulière, mais là, ils vont jamais lui siffler la faute. Moi, je pense que dans ce momentum-là, le risque que prend Jimmy Butler, sachant que aller en prolongation dans l'état physique où sont le hit aussi, est-ce qu'il a pas ça en tête aussi? Moi, je pense que je le vois monter, je le vois stopper, je me dis, c'est ça que j'ai envie qu'il fasse. C'est ce tir que j'avais envie qu'il prenne, avec ce momentum-là.
Et voilà, et puis tu vois, ils n'étaient pas d'accord. Stan Van Gundy et Mark Jackson n'étaient pas contents. Stan Van Gundy, évidemment, qui est toujours bien sûr. un pragmatique. Lui, il reste un temps mort, il aura voilà, plus temps mort, dit par exemple. temps mort. Ouais, mais temps mort, c'est aussi le meilleur moyen de remettre la défense en place. Et d'ailleurs, Exactement. maintenant, les équipes jouent en free flow sur Les Warriors ont instauré ça, notamment avec Steph Curry. C'est que finalement, prendre un temps mort, oui, tu dessines un système, mais la défense est aussi en place. Là, je trouve que. On se rappelle de Boston d'ailleurs Voilà. contre les Nets au premier tour, le Il y a premier une match. il y a une espèce de surnombre. Il y a une espèce de surnombre à jouer. Ça va vite, les transitions. Il prend pour moi un tir clean, ouvert, peu contesté. C'est très court parce qu'il manque un peu de jambes. On peut revenir là au fait qu'on peut peut-être le faire souffler 30 secondes ou une minute. Bref. Mais moi, en tout cas, c'est le tir que j'avais envie qu'il prenne. Et c'est le tir qu'une superstar doit prendre pour envoyer son équipe en finale. Alors très bien que tu dis ça parce que Eric Spoelstra est complètement d'accord avec toi. Attends, je suis en train de Bah, rechercher. c'est bon signe. Je l'ai mis où? Attends, je suis bourré moi ou quoi? Il est où mon truc? Attends. Je l'ai enlevé avec la petite trad et tout. Ah voilà, c'est là. Je me suis dit que je devais... Jimmy Butler, je me suis dit que je devais aller chercher la victoire. C'est ce que j'ai fait. J'ai raté un tir, mais ce tir me va. Mes coéquipiers ont aimé le tir. Donc je fais avec ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Quand il prend la balle, j'ai qu'une envie, c'est qu'il pull up. Et il a montré dans ce match qu'il allait le mettre. C'est pas qu'il pouvait, c'est qu'il allait le mettre. On sait qu'il est clutch, on sait qu'il est coutumier du fait de gros tirs, que ce soit à 2 points ou à 3 points. Si je devais refaire 10 fois l'action, j'aimerais qu'il prenne 10 fois la même décision. Maintenant, effectivement, quand il rate, t'as l'impression que c'était un mauvais choix. C'était un très bon choix. Comment il s'appelle, son coach, Eric Spoelstra. Je suis encore en train d'analyser, mais ça aurait été une histoire incroyable si Jimmy avait pris et me rentrait ce tir à 3 points. C'est ce que j'aime avec Jimmy, c'est la bonne option. Et alors que le ballon quittait sa main, j'étais certain que ça allait rentrer. Moi aussi, d'ailleurs, même si tu vois que c'est un peu court, je pensais que ça allait rentrer. C'était un bon tir, propre, un meilleur tir. Tout ce qu'on aurait pu dessiner. Ça rejoint le du temps mort. Exactement. Et puis, pour moi, c'est un tir qui n'est pas contesté. Alors Ford est sur les talons, il se stoppe, il est bien dans ses appuis. C'est un tir clean, quoi. C'est un tir clean. C'est un tir à lui qui peut mettre. Alors oui, les pourcentages à 3 points sur ce match sont pas fous, mais dans ces moments-là, honnêtement, les pourcentages, il n'y a plus de vérité. C'est un truc qui se passe ailleurs, dans le short et dans la tête. Et là-dessus, Jimmy Butler a toujours montré qu'il pouvait répondre. Il est resté trop court. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le basket. Tous les grands joueurs ont raté des tirs comme ça qui les font pas aller en finale, qui les font pas passer des tours. Et puis voilà, en tout cas, regarde, sondage. Le tir à 3 points de Jimmy Butler, point d'interrogation. Il aurait dû driver, 59%. Bon tir, 41%. On va accueillir Willem. On dit juste dans un commentaire qu'ils sont à -2, il aurait pu revenir, mais ils sont à -2. Qui te dit déjà que tu vas avoir 2 points faciles? Moi, Horford, je le répète, il l'attend pour aller le contrer. Horford, c'est quand même un très bon défenseur qui est plus grand que Butler. Donc, qui te dit que tu vas avoir 2 points faciles? Et puis, est-ce qu'à un moment donné, Butler, je dis pas, je joue 48 minutes, il regarde les mecs autour de lui, il tire tous la langue, ou alors les mecs sont pétés. Est-ce que le Heat aurait eu l'avantage d'aller en prolongation? Je suis pas sûr. Et dernier truc, c'est que Jimmy Butler, c'est ce qu'il dit dans sa déclaration, il est là pour gagner. Merci. Et au basket, on peut marquer 3 points. Donc, tenter sa chance à 3 points, c'est une bonne solution. Willem, salut Willem, comment tu vas? Salut à tous, ça va? Salut Ça William. va, toi, tranquille? What's up? Ouais, ça va, ça va. Ouais? Plutôt content de la victoire des 6, hein, du coup. Mais... Ah, Eh ben, t'as le droit, Enfin, si mon je suis là ami. pour parler. ouais, bah, tu peux, fan de Boston alors. Oui, oui, plutôt. Bon, très bien. Alors, Donc- raconte-nous tout ça. Pour toi, c'était un bon choix ou pas? Bah, pour moi, j'étais plutôt d'accord avec l'analyse d'Arwan. Hein. Pour moi, il doit le prendre. Hein. C'est ton go-to guy. Il est dans un match, il est chaud. Le momentum du hit, il est très bon. Il revient. Il y a quand même un assez gros trou. Horford, ouais, c'est vrai qu'il est loin. Même si on a vu qu'il y a eu pas mal de tirs à 3 points qui étaient contestés de loin, notamment par c'était Robert Williams, je crois, qui a réussi à contrer quelques 3 points comme ça en venant d'assez loin. Horford aussi, il fait un bon match défensif, même si sur cette action il est là, mais bon, pour moi, il doit le prendre ce shoot, hein, c'est indéniable. C'est indéniable. Je crois qu'on est plutôt d'accord. Je pense qu'on est à peu Je près. regarde, Ouais, c'est on a intéressant. 51% quand même de C'est driver. intéressant et un peu surprenant parce que alors dans le chat c'est un peu plus c'est un peu nuancé. plus partagé, il y a des avis intéressants. Mais toujours pareil, ce truc de dire oui, 2 points, mais les 2 points, ils n'étaient pas offerts en fait, quoi. À quel moment il y a une situation, c'est pas comme s'il y avait un mec qui était sous le cercle tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Où tu as un vrai surnombre avec un lay-up facile. Il n'y avait pas cette situation grande ouverte pour aller mettre un lay-up. Parce que si Jimmy Butler il rajoute 2 dribbles et qu'il pull-up à 2 points, c'est un meilleur tir? Je pense pas. Je pense vrai. pas. Donc, on dépend de la défense, mais on ne saura jamais d'ailleurs. Oui. Franchement, en plus, t'es là, t'es sur une transition, tu tires de loin. Si le panier rentre pas, t'as potentiellement un rebond long. Franchement, tous les jours, il faut le prendre. Et puis, cette question de 2 points, 3 points, je pense qu'il faut vraiment qu'on l'oublie. T'es là pour gagner, et puis tu prends ton tir à 3 points, c'est comme ça. Et ce serait oublier aussi le flow d'un match. Parce qu'à un moment donné, il y a un joueur qui est à la balle. On parle de super méga star, d'état d'esprit de ouf, tu vois, de compétitivité et ainsi de suite. Mon gars, ces gars-là, ils s'entraînent toute l'année pour mettre ce type de tir-là. Tu vois, mais il y a plein de trucs dans le chat, c'est intéressant. Je sais Vas-y, plus, j'ai pas vas-y. vu son nom. Je vais essayer de te retrouver, mon ami. C'est
sorbet poire, à 17 secondes, tu peux aller provoquer la faute. Non. Non. Mais les gars, en NBA, sur un match 7, on sait très bien que quand on drive, on obtient, ça siffle beaucoup moins, voire quasi plus. Smart, l'action d'avant, il drive, je pense qu'il y a faute, elle n'est pas sifflée. On sait très bien que dans ces matchs-là, Charles Smith avec les Knicks contre les Bulls, quand il y a 3-4 rebonds d'affilée là, où ils perdent là-dessus, ben, il y a faute, évidemment. Mais on sait qu'on ne siffle pas sur des lay-ups dans des matchs comme ça. Donc, tout ça, pour moi, tout ça me fait dire que le tir qu'il prend, il est clean. Le Heat, je trouve qu'ils ont eu pas mal de paniers en N1, tout ça. Ils ont été très forts en pénétration, je trouve, sur ce match. Ils ont bien réussi à pénétrer, choper les fautes, tout ça. Ça aurait pu être un truc à tenter, pourquoi pas. Après, il n'était pas aussi à l'abri de prendre une bonne bâche de Horford qui était sur ses côtes. Il est loin. Il est loin. Il est loin, il est loin. Sur le tir à 3 points, tu parles sur le tir à 3 points de se faire contrer. Ouais, enfin, je veux dire, s'il va chercher plutôt la pénétration que le tir à 3 points. Oui, ça oui. Donc, mais après, c'est vrai que vraiment, je les ai trouvés impressionnants, le Heat en pénétration. Il n'est pas avec Bargnani en tête à tête, tu vois, pour jouer l'un contre un. Oui, non. Il est avec Horford au contact, en l'air, à ce moment-là du match. Je ne suis pas persuadé que ça soit un meilleur choix. Hein. Ah non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est surtout qu'Horford, on a bien vu que sur cette série, c'était vraiment le patron quoi, de la défense. Il a réussi à bien la tenir. C'était impressionnant, mais c'est pour ça, c'est pas forcément un bon shoot d'aller chercher la pénétration, même si, quand même, sur ce match, j'ai trouvé que le Heat, ils ont eu quand même les N1, quand même pas mal de N1. Il y a beaucoup de gens qui parlent dans le chat. C'est vraiment c'est passionnant. Je les lis en même temps et Ronan lisait quelques-uns. Je vais vous lire quand même. Pour moi, l'erreur revient à Spoelstra. Il aurait dû prendre le temps mort restant avant pour reposer Butler si tu veux pas le sortir. Ça surtout se tient, si tu sais pas. Mais c'est la beauté de ce sport. C'est qu'on peut. Là, si on avait coaché tous les trois, on aurait peut-être fait 3 choix différents. Peut-être. C'est la beauté de ce sport. Moi, j'entends le temps mort. Tu fais souffler Butler, tu mets un système en place. Mais à contrario, la défense des Celtics, qui est en train de te monter dessus, qui est de prendre le meilleur sur toi tout au long de la série, va se remettre en place aussi. Et puis, si tu as bien une équipe qui est capable d'aligner 5 mecs qui sont capables de changer sur tout Exactement. de manière hyper C'est les efficace, Celtics. c'est les Celtics. Donc voilà. Et puis, moi, j'ai eu autre chose à dire. On parle de Kobe, on parle de Jordan, on parle de Damian Lillard, on parle de tous ces joueurs-là. LeBron qui sont capables de se créer leur espace sur un dribble en faisant un step back ou autre. Jimmy Butler est capable de le faire, mais jamais de manière aussi efficace que les gars qu'on a cités avant. Donc, si tu avais dû attendre, voilà, il aurait dû être en un contrat avec un gars, faire une séparation d'espace parce qu'aller dans la raquette, comme on le dit, ça n'aurait pas sifflé et on n'aurait pas forcément on aurait pu avoir une meilleure issue, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on veut, Voilà. Thomas, qu'est-ce qu'on veut Oui. pour un tir sur la gagne? On veut un tir clean. Non, je veux un tir clean d'une de mes stars et c'est très important. ça. Tu sais à qui je pense évidemment. Voilà, exactement. Qui préfère faire des passes à Exactement. Danny Qu'est-ce Green. qu'on veut pour un tir pour aller en finale NBA? On veut que ta superstar ait la balle et qu'il ait un tir pas contesté. Est-ce que c'est pas exactement ce qui s'est passé? Alors oui, on peut parler du chrono et tout, mais je suis pas persuadé que tu aurais eu mieux après. Admettons qu'il y ait eu un temps mort, que tout soit un truc. Tu connais les galères de remise en jeu sur les temps morts. Pourtant, Spoelstra est capable de dessiner un truc un peu cool. Mais admettons qu'il y ait prise à 2 sur Butler et que ce soit un grand tir ouvert pour un mec comme Max Strus, que pour Kyle Lowry avec ce qu'il a fait et ainsi de suite. C'est pas en tout cas, moi perso, c'est pas ce que j'ai envie de voir. C'est pas ce que j'ai envie de voir. Oui, il y a les bons tirs, mais tout le monde n'est pas capable de mettre un très grand tir d'un match 7 d'une finale. Danny Green. Qui t'a valu une drôle de nuit d'ailleurs. Drôle de nuit, mais je continue à croire que LeBron aurait dû tirer. Voilà, aurait dû s'amener la balle pour lui, mais comme Jimmy Butler. Voilà, c'est à eux de forcer le destin. C'est pour ça qu'on les paye 45 millions la saison. Exactement. Et puis ces mecs-là doivent prendre des risques. Ou faut prendre le basket, c'est pas une science exacte. On n'est pas là à se réciter des ballons, à se faire des passes, faire des écrans. Et puis hop, là, tu vas. Non. En face, il y a des mecs qui défendent, qui te mettent du bois. C'est dur, c'est compliqué. Et il faut prendre des risques. Alors, et Jimmy Butler a pris les risques qu'il Il y a fallait. beaucoup de gens qui parlent de Robert Torrey. Les gars, Robert Torrey, je l'aime de tout mon cœur. Je vous invite à regarder tous les tirs. Non, mais regardez tous les tirs de Robert Torrey. C'est jamais la première option, les gars. Attends, c'est des renversements pris à 2 Duncan. Il y a un gars qui est fantastique. Ouais, les Kings, gros, ça lui tombe dans les mains. Ça aurait pu me tomber dans mes mains à moi à Paris. Hein. Même avec les Spurs, Mais contre bien, Détroit en finale, c'est ce que je te dis. c'est Ginobili qui vient frapper. Il est dans le corner. bien. C'est un bout de chaîne. Mais bien sûr. Robert Torrey. Attends, Les gars. mais on adore Robert Torrey. On l'adore. C'est pas la même chose, là. Mais c'est un bout de chaîne. J'ai l'impression. C'est un bout de J'ai chaîne. l'impression. Willem, donc du coup, t'es content pour tes Celtics? Ouais. Petite question d'ailleurs. vas-y. Le talon, il est sur la ligne ou pas de Max Strus? Non, Pour moi, il touche pas. Moi, quelqu'un qui fait ça, Ouais. c'est court. Hein. Ils l'ont revu, ils ont validé, ils l'ont revu, ils l'ont enlevé. C'est quand même incroyable.
Ouais. Franchement, ça se joue, mais vraiment à un poil de cul de bébé. Il y a pas grand-chose pour moi. Le talon, il est. Mais quand t'as un doute, Il- tu dois il- laisser, non? Quand t'as un doute, tu laisses. Sauf si t'es fan des Celtics. Oui, non, mais même pour moi, étant fan des Celtics, je laisse le doute parce que vraiment, pour moi, il touche pas la ligne, vraiment. Non, mais on est plutôt d'accord. Ah, Par contre, c'est vrai qu'il y a un mec qui dit il touche pas la ligne, mais il y a marché de ouf. Ouais, mais en NBA, ça, les marchés c'est- sur les prix pour les shooters. Les gars, mais Curry, il fait des 4 pas. Duncan Robinson, tous. il fait des marchés sur les prises après écran, les end-off et tout. Je fais, mais gros, mais c'est la NBA. Qu'est-ce qu'un ça. marché aujourd'hui On a vu un marché, Jalen Brown, Jalen Brown, il fait des marchés, gros. Ouais. Il fait des 3-4 pas, Oui, oui. il fait des marchés départ. D'ailleurs, il y en a un qui était sifflé parce que c'était trop. Mais, bon, Mais bientôt, je quand pense même, qu'en NBA, on va avoir des chabas là. Ouais, On se rapproche de plus en plus du handball. Ah, voilà, là, c'est clair. On dira plus Hollywood, on dira Kung Fu. Là, c'est clair. Voilà pour ce tir, en tout cas, et ce Game 7. On va refermer cette page. Merci, Willem, de nous avoir appelé. Merci William. Willem, merci à vous. Willem. Willem. Salut. Salut William. Merci à vous. Tu nous rappelles quand tu veux. Les gars, je voudrais Merci. faire 5-10 minutes sur l'état des lieux de Miami. Miami qui donc perd sur un match 7. Beaucoup de blessures. Clairement, l'effectif n'était pas à 100%. Ils ont signé l'année dernière Kyle Lowry, PJ Tucker, pour justement faire ce run de playoff. Est-ce qu'on peut considérer que cette saison est positive après une première place de la conférence Est et un match 7 perdu à domicile en finale de conf? Bah, moi, je pense que pour eux, clairement, c'est un échec. Parce que déjà, à partir du moment où tu arrives en finale NBA, en finale à l'Est, que tu es seed numéro 1, que tu as des joueurs d'expérience, que l'équipe est construite, tu es super bien coaché, que tu vas pas au bout, tu vas pas au moins en finale, et que tu tombes sur un os, bah oui, effectivement, c'est un échec. Après, nous, si on peut prendre un petit peu plus de recul, effectivement, il y a des éléments sur lesquels on peut revenir, notamment certaines blessures, parce que tout à l'heure, je revenais un petit peu sur le niveau de jeu de notre ami Kyle Lowry, mais c'est vrai qu'il a une saison compliquée. Pareil pour l'état de forme de beaucoup de joueurs, Tyler Hero, Robinson qui a eu des galères un petit peu. Donc je pense que pour l'année prochaine, si cette équipe arrive à arriver en playoff 100% en forme, alors après ça fait partie aussi de l'histoire de jouer avec des blessures, et on l'a vu sur les dernières années, mais si cette équipe arrive 100% en forme, ils sont encore prétendants avec le même effectif pour aller chercher le titre. Ouais. Moi, je pense que pour eux, effectivement, la saison, elle est ratée. Alors, sous un peu la colère à chaud, parce qu'ils s'y sont vus. En finale. Maintenant, je trouve que l'année prochaine, ils vont repartir avec les mêmes gars. Il ne va pas y avoir beaucoup de mouvements. Tu rajoutes de l'expérience en plus. Je pense qu'il y a un mec, notamment, qui va falloir... C'est bien de tout faire, c'est bien d'être à low-round. À un moment donné, il va falloir être un peu plus régulier. Je pense à Bam Adebayo. Il va falloir qu'il grossisse un petit peu plus les choses. Je l'ai senti avec la blessure de Tyler Hero. J'aurais aimé qu'il step up un petit peu plus sur le scoring. Plutôt peut-être, parce que là, il était très bon le match. Plus tôt. Et ouais, mais match 6, match 5, il est dramatique. Match 3, il est très bon. Match 3, il est très bon. C'est quand même encore trop irrégulier. On adore tous Bam Adebayo. Maintenant, j'attends de lui un peu plus de régularité, mais je pense que c'est ce genre de campagne de playoff. Tatum l'a vécu avant lui. Yanis Il a 24 Antetokounmpo. ans, Bam Adebayo, c'est fou. Ouais, Yanis Antetokounmpo l'a vécu avant lui, donc moi je ne condamne pas, mais je pense que l'année prochaine ils vont revenir avec un peu les crocs. On apprend toujours dans la défaite, plus rapidement que dans la victoire. Et l'année prochaine, ces mecs-là vont revenir avec la vraie dalle. Et c'est une équipe que je vais avoir plaisir à revoir. Voir les petits ajustements qu'il va avoir. Ils ont inventé aussi des joueurs qu'ils ont installés. Max Strus est une magnifique trouvaille. Merci, ouais. Qui a montré qu'il y en avait beaucoup dans le short avec des énormes jeux. Défensivement aussi, il s'y est vraiment collé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec des PJ Tucker qui finalement, je trouve, qui n'ont pas eu l'impact défensif en tout cas qu'ils auraient dû avoir pour moi Clairement. sur ces playoffs, qui auraient dû faire une petite bascule. Qu'est-ce qu'on fait de Duncan Robinson maintenant que tu as installé Max Strus et qui ne joue plus du tout? Qu'est-ce qu'on fait de Victor Oladipo? Voilà, il va y avoir des petits ajustements à faire, mais cette équipe-là, elle a tout en magasin. Le cadre est fait, tu as des superstars qui sont là, tu as des papas qui sont là, tu as un coaching staff qui est toujours là et qui est ce qui se fait de mieux en NBA. Voilà, l'année prochaine, mauvais à prendre le hit avec la rage. Je pense que Oladipo va signer 20 millions quelque part parce qu'il a quand même fait des playoffs intéressants, il est en fin de contrat, donc je pense qu'il va bouger. Le Miami ne pourra pas le re-signer à la hauteur de la concurrence. Donc voilà, après, pour reprendre un petit peu la question qui était latente ces derniers jours sur le fait de ramener potentiellement une deuxième star à Miami, moi je vois pas l'intérêt. Je trouve que l'équipe est très bien construite et quand tu vois un effectif comme ça avec Jimmy Butler en patron, voilà, je reviens sur tout ce que j'ai dit, t'as Bam Adebayo qui est solaire, une équipe bien coachée, t'as tous les 3&D et les assets. Voilà, moi s'il y a un truc sur lequel je pourrais dire, c'est peut-être
allez, Jimmy Butler, c'est pas au niveau d'une superstar, mais sinon pour moi l'équipe elle est archi En bien playoff, construite. tu dois quand ce truc-là. Après, là, c'est bien fait. Non, pas par rapport à ça, tu vois, mais je sais pas, peut-être pour impliquer un peu plus les autres sur certains moments, je pinaille, hein, mais tu vois, pour moi, il est pas encore au niveau d'un Giannis, d'un Kawhi Leonard, d'un LeBron ou d'un Durant. Non, mais ils sont 5 dans la ligue comme ça. Oui, bah voilà, mais sauf que c'est ces gars-là qui gagnent ces titres-là à chaque fois. Okay. Donc peut-être que cette bascule, mais c'est des détails. Pour moi, ils ont une équipe pour être dans les favoris l'année prochaine. Bah oui, largement. Moi j'ai quand même la sensation que c'est vachement positif. Vous avez pratiquement tout dit, mais j'oublie pas l'année dernière et j'oublie pas que Kyle Lowry, qui était quand même signé 90 millions sur 3 ans et qui est censé être le mec pas du niveau de Jimmy Butler, mais qui va réussir à impliquer tout le monde par des bons choix en attaque, par des bonnes défenses, par du leadership hors terrain. Quand ces gars-là ne sont pas à 100%, ça se ressent trop. Avec le temps qui passe et ainsi de suite, on l'a vu passer complètement à côté. Il fait un match 6 à l'orgueil, 18-10. Bon, il rate la fin du match, mais il a été fantastique. Moi, je crois quand même que cette équipe a une allure de champion. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a pas dit Kyle Lowry, il a dit calories. Ouais, calories. Attends, j'ai vu ça la dernière fois, mais gros, incroyable, sûrement calories. Tu vois, incroyable, Kyle Lowry, fantastique. Moi, je crois quand même qu'ils ont tout en magasin. Et ce que je retiens, Erwan parlait des inventions de joueurs. Gros, à Miami, chaque année, alors oui, ils re-signent Cal Robinson pour 80 millions de dollars, mais ils le bench, il n'y a pas de souci. Ils font jouer Max Strus, t'as raison. Gabe Vincent, bête de joueur, il est là, il nous a fait. Caleb Martin, mais gros. Jure Steven, qui n'a pas du tout joué. Ouais, bon, attends. Qui n'a pas du tout joué en playoff, mais on se souvient quand Bam Adebayo a été blessé, il a fait un chantier, c'est un jeune joueur. L'année prochaine, il sera là. T'as le droit de. Oui. C'est des mecs. T'as pas l'air de vouloir y croire. Non, parce que je regarde la NBA depuis longtemps. J'ai du mal à croire qu'un jour ce mec pèse dans les grands moments. Parce que c'est ça. Mais je te parle pas de peser. Je te parle pas de peser, mais c'est vrai qu'une rotation, parce que Deadmon est sorti, une rotation de grands derrière des bailleurs. Mais ils ont joué beaucoup petit. Ils ont très. Ben oui, c'est trop ça. Moi, le Yurt Seven là, je te dis pas qu'il va faire du 15 et 20 en finale de conf. Je te dis juste que peut-être. Je n'ai pas dans mon équation si ça te dérange pas, Erwan. Mais si un jour il rentre dans la rotation. Il est là, en tout cas. Il est là. J'ai une question de Wax. J'ai une question de Wax. Sur Miami qui disait donc on voit une ambiance folle dans le collectif des Warriors et des Celtics. Est-ce que tu penses que Miami n'a pas un collectif si soudé que ça ? C'est un vrai à leur parcours exceptionnel. Si ça se trouve, ça ne joue pas sur les résultats. Moi, j'ai trouvé une équipe soudée. Hein. Tu ne vas pas gagner le match 6 à Boston comme tu le fais si tu n'es pas soudé. Je pense qu'il y a eu des blessures qui ont fait mal physiquement à cette équipe-là et mal moralement aussi face à une équipe qui est en face. Dès que t'as, et ça c'est l'énorme avantage des Celtics, c'est moralement ils te massacrent. Eux, dès que t'as un point faible, eux ils ne bougent jamais. Je te dis, leur basket, il est linéaire. Et ça, et quand ils montent, et quand ils changent, c'est pour aller vers le haut, jamais vers le bas. Non, moi aussi, je reste complètement sur le truc soudé. Jimmy Butler est leur superstar. Ils se sont tous mis au service de Jimmy Butler. Ils se sont dit un truc. Là, aujourd'hui, avec toutes les blessures, la seule manière d'avoir une chance, c'est que Jimmy nous porte. Et Jimmy les a portés. On va tous se donner pour lui. On va faire notre truc, évidemment, autour de lui. Mais si Jimmy Butler met 40 points par match, c'est parce que le collectif le pousse à jouer comme ça. Après, ce qu'on peut aussi regretter un peu, c'est la différence qu'on a vue en saison régulière et lors des premiers tours, quand ça roulait, qu'ils étaient au-dessus. En termes de profil d'équipe, le basket en mouvement, là, on en dit tout le temps, avec ce qu'on a vu sur cette série-là, c'est qu'à un moment donné, on ne retrouvait plus cette équipe de basket en mouvement. On a vu une superstar en ISO qui portait son équipe à l'ancienne. Bon, après, c'est la NBA qui veut ça, et c'est la grosse différence qu'on a vue avec Boston. En tout cas, comment jugez-vous la saison de Boston, de Miami, pardon, 86% positive. Évidemment. Tant mieux. Tant mieux. Évidemment, Kyle Lowry sera là la saison prochaine, à voir dans quel état il va être. Alors justement, par rapport à ça, écoute, il y a Catch and Shoot qui dit « Pas vraiment OK avec vous, Lowry va descendre, le contrat de Robinson est un boulet. Bam, qui pour le moment ne semble pas être capable d'être le second qu'ils ont besoin. Le fric pour héros à trouver, ça, il va falloir le payer. Certains qui vont partir, comme Oladipo, qui a été parfois important. Le hit sera moins bon, je pense, si ça bouge. » J'entends, je partage pas cet avis-là. Moi, Lowry, alors de toute façon, faut pas. Alors c'est vrai que c'est cher, mais le rôle de Kyle Lowry, c'est de peser sur les matchs, dans la gestion, dans le tempo. Ce qu'il a pas assez fait sur ses finales de conférence. Il a mis 4 matchs à 6 mètres. C'est beaucoup trop. Maintenant, Oladipo qui part, bon, tant pis, mais c'est pas dramatique, c'est pas dramatique en soi. Moi, Adebayo, je pense qu'il est encore dans l'apprentissage. Il est encore dans l'apprentissage et qu'il est loin, et surtout sur un poste comme ça, il est loin d'avoir touché son plafond. Non, moi je trouve que cette équipe l'année prochaine va revenir et va même revenir plus forte avec ce vécu collectif.
Complètement On d'accord. est d'accord? Complètement d'accord. Sur les éléments que je disais tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. En tout cas, ils se sont offert, malgré les blessures, un match 7 à domicile et ils étaient pas loin de le prendre. Ils ont l'avantage du terrain quand même, ils perdent Ouais. 3 fois à domicile sur la série. C'est vilain. Mais du coup, ils gagnent combien de fois à l'extérieur? 2. Oh, bah, Ah non, mais d'accord, Thomas. Tu peux pas perdre 3 fois à domicile bah, la preuve, sur une sinon, série. Ah bah oui, non, sinon tu perds. Tu c'est sûr, fais. Ah non, bah oui, c'est pas sûr. Tu fais 1-4, 1-3 en bilan sur une série de playoffs, c'est à domicile, c'est dramatique. Tu peux pas lâcher autant sur ton parquet. Non, mais la preuve, de toute façon, oui. Après, c'est la réalité d'un match 7. Hein. Vous avez souvenir d'une équipe qui perd 3 fois à domicile? Non. Sur une série, c'est beaucoup. Hein. Non. Ou alors tu te fais sweeper, quoi. Non, même pas. Non, ça me dit rien. Bah non, a priori, non. Attends, il y a eu des séries où tu gagnais tout le temps à l'extérieur. Ça a dû exister si quelqu'un a la stat, je l'ai pas pas du tout, un mais truc 4-3 en Ouais, gagnant tout à l'extérieur, c'est marrant de voir ça. 3 fois sur Ouais. une série, c'est énorme. Hein. Sur une série qui va en 7. Ouais, c'est clair. Bon, bah très bien, voilà pour Miami. En tout cas, on suivra leur intersaison et les choix faits par le front office avec passion. En tout cas, on s'est régalé dans la salle de Miami. Hein. Il y a un truc, cette salle, cette vieille salle-là. Elle a un truc, Alors, il y a une vibe, tu vois, il y a une C'est vibe. une bête de salle. Le public peut faire kiffer, mais ce public, moi, qui arrive 20 minutes en retard et qui part 20 minutes avant, j'ai quand même envie de leur jeter des extincteurs pleine tête. Hein. Oui, bon, bah ça c'est. Clippers Dallas, on dit. Clippers Mavs. Ça s'est passé apparemment en 2021, l'année dernière, Clippers Mavs. Ouais, mais j'ai failli dire Dallas. Moi, je crois qu'il y a eu un truc comme ça il y a pas longtemps. Hein. Mais l'année Effectivement, ça dernière, gagnait que c'est à quand ils jouent Ah, petit. quand et tout, ils là. font 7, là Avec ouais. Zubac, là, il y a 0-2 au début, C'est pas ils l'histoire- reviennent 2-2. voilà, c'est pas l'histoire où Dallas est mieux classé que les Clippers. Et moi, je crois que c'est ça. Hein. Non, parce que Dallas gagne les Je vais deux regarder premiers tout de matchs. suite, je vais regarder. Dallas gagne les 2 premiers matchs aux Clippers Ok, et d'accord. après, Ils reviennent. c'est le match 3 Mavs. et les Clippers vont gagner à Dallas. Ok. Alors qu'ils sont menés à la mi-temps. Je regarde en même temps, comme ça on est sûr. C'est l'avantage de la libre antenne, c'est qu'on est pépouze. Alors attends. Oui, mon polo. Alors attends. Et ouais, pour revenir sur ce que tu disais, moi aussi, la salle de Miami, elle me fait pas kiffer. Ah, de fou. je te parle pas de la salle en temps. Non, l'ambiance et tout. Ah, là, c'était pas cool là. Si, il y a Ah, de l'ambiance de dur. quand même. Ah, Et et l'atmosphère. même les titres au début des années 2010 avec les Brods. Oh, t'es dur. Ah, je À sentais part, pas, à part le tour de Real Allen, en je vrai, sentais c'est pas ça. l'énergie, Par je contre, sentais pas Il y l'énergie a qu'il y avait dans cette il salle. y a des sacrés zozos à Miami en courtside. Hein. Ouais. Il y a des mecs qui ont des Lucas, mon gars. Attends, les matchs qu'on a fait, franchement, au début, alors il y avait personne les 8 premières minutes du premier quart-temps, mais dès que les gens y étaient, Ça clique. gros, il y avait un truc, c'était Ok, cool. Hein. ok, ok. Et ils encouragent. Oui, Il y a oui, des oui, salles où oui. ça encourage Oui, pas. oui, hein. oui, oui. Il y a des chants et tout. Hein. Il y a un Ok. cop avec. Non, pas du tout. Donc, du coup, Dallas, 5e. Clippers, 4e. Premier tour l'année dernière. Dallas va gagner aux Clippers. Dallas va gagner aux Clippers. Clippers gagne à Dallas. Clippers gagne à Gagne à Dallas. Dallas gagne aux Clippers. Ah, donc 3 fois. Incroyable. Clippers gagnent à Dallas, donc les deux avaient gagné 3 fois. Et après, Non, mais attends, tous les matchs. Non, et le Sauf match 7, le match 7, les Clippers gagnent D'accord. à domicile. Ok, incroyable. Bravo les gars. Bravo les mecs, bravo à tous. Bravo, c'était l'année dernière, on avait déjà oublié, mais c'est parce que c'était le Covid. Voilà. Bon, très bien les gars, on a fait le tour de tout ça. Ça vous dit qu'on passe. Il est déjà 23h. Et donc on va pouvoir se faire 3 quarts d'heure plein phare de la preview, Erwan, ça te dit? Bah oui, là, putain, ça C'est m'excite. le meilleur moment de l'année. Ah, qu'est-ce qu'elle m'excite ces previews des finales. J'ai hâte d'être à jeudi soir. Hein.